there, and welcome to the Skylight Books author reading series. If you'd like to learn more about us and our many upcoming author events, please visit skylightbooks.com, where you can browse our inventory, buy books, and join our Friends with Benefits Club. You can also follow us on Twitter, Tumblr, and Facebook. To speak to a real live bookseller like me, please call 323-660-1175. Thanks for your support, and enjoy. Tonight, we have Eric Viard. He's here from France. He's a writer and filmmaker born in Lyon in 1968. He's written 9 award-winning titles, including the prize-winning Conquistadors and La Bataille d'Occident et Congo. He won the 2017 Prix Goncourt for the book we're celebrating tonight, L'Ordre du Jour, or The Order of the Day. He lives in Rennes, France. And Tom Lutz is the founding editor of the LA Review of Books and the author most recently of And the Monkey Learned Nothing. Lori Weiner has worked at the Wall Street Journal, the New York Times, and the Los Angeles Times, where she was chief drama critic. She's a founding editor at the Los Angeles Review of Books. Her book Song of Ourselves, Oscar Hammerstein II, and the American Musical will be published next year by Yale University Press. And finally, we have a translator here with us tonight, Coralie de Mazencourt, and she's a PhD student in French at UCLA. And thank you again for coming on this supremely nerve-wracking night in the U.S. politics. Okay, thanks. Thanks, Bo. I'm just going to say one quick word. I used to play in bands, and so I tend to get too close to the microphone. We were used to always keeping our lips on the microphone. I'm going to try not to do that and make that big popping sound that I just made again. I'm very glad to see you all here. This is as some of you already know, some of you have already read it. It is a remarkable book about the kind of approaching very dark times, which of course we in America know nothing about. I thought maybe this room would be empty tonight because of everybody glued to their televisions. I'm very glad that you all came out. And I thank you for being part of the LARBS Book Club. It's one of the ways we stay in business is through you all supporting us in this way, and one of the ways that we feel like we have a community. Of course, this is the part of the community that's in Los Angeles, but there are people in the book club all over the country and in other countries as well. So, and we're thrilled to have Eric Viard here with us. In my house and at LARB, we have one great scholar of Nazi, all things Nazi, and that's Lori Weiner. So she'll be doing the honors and talking to Eric tonight. Thanks. I also want to thank everybody for coming out. It's just comforting to see people on such a night. And Eric, did you realize you were here on a night when we're so anxious? And yes, so well, we're very happy to be spending it with you. So some of you, I hope, have read the book. I would say it's the most beautifully written book about the Anschluss that exists, which leads me to my first question. Eric is a very subtle and precise and lyrical writer, and Eric, I wondered if you could speak to the tension or the cognitive dissonance of writing beautifully about horrifying events. Est-ce que vous pourriez nous parler de la tension qui s'oppose quand vous écrivez à propos d'événements si horrifiques avec une écriture si belle? Okay, very good. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis alors quelques remerciements d'abord donc à la Los Angeles Review of Books et à Tom Lutz pour sa présentation. Des remerciements aussi à la librairie Skylight de nous recevoir ce soir, qui a l'air d'être une très belle librairie. Je regarderai davantage tout à l'heure. Des remerciements aussi à Anne-Sophie Simonel des services culturels français qui m'a amené dans les embouteillages très, très gentiment et qui a fait beaucoup de voitures aujourd'hui. Des remerciemements aussi à Laurie Wiener de faire la modération. On avait déjà discuté ensemble au téléphone longuement il y a quelques mois. Il y a
Carolie de Mazancourt donc pour faire l'interprète ce soir. Et désolé pour les embouteillages. Sorry, So the author would like to thank first the LA Review of Books and also the bookstore for having him. So it's a very nice bookstore and he might look around after. And he also thanks Anne-Sophie Simonet from the embassy who drove him here. And also thank you to Lori for interviewing him, and he apologizes for the traffic. Alors, au fond, tout d'abord, si j'écris, enfin, en général, si on écrit de la littérature plutôt que des essais sur un sujet, c'est qu'au fond, d'une certaine manière, l'abandon aux mots est une manière, pour les écrivains, je crois aussi, de comprendre. So, if he chooses to write literature rather than essays, it's because for a writer, giving yourself to words with the spirit of abandonment is a way of understanding. C'est qu'au fond, d'une certaine manière, le langage est une surface sensible qui permet de saisir des choses que je crois on ne pourrait pas saisir simplement en réfléchissant et en prenant des notes, par exemple. So language is a sensible surface that allows you to understand things that you wouldn't be able to otherwise. Alors pour en donner un exemple, au fond, la façon dont je procède, je me dis jamais, quand je vais écrire un livre, je ne commence pas par me dire que je vais écrire sur tel ou tel thème. Ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. So he never begins a book telling himself, this is the theme. That's not how it starts. Like C'est being the theme. Au fond, comme la plupart d'entre vous, je m'intéresse à des sujets variés et au fil du temps, je lis, mes lectures se sédimentent sans aucune intention d'écrire au départ, juste pour comprendre, apprendre. So it comes from very varied readings that progressively cement. Et puis, parfois, une lecture ou une relecture ou un film ou une photographie vient troubler, en fait, on peut dire la configuration de mes connaissances. So sometimes a reading or a rereading, a film, a photography will come and trouble how his thoughts are configured. Et donc, pour au fond comprendre ce trouble, essayer d'en saisir quelque chose, mon recours au fond c'est l'écriture, à la fois la narration et le fait d'écrire. And to understand this trouble, his way is writing. Pour en donner un exemple, pour ce livre, il y a eu comme ça plusieurs points, plusieurs lectures, où j'ai éprouvé la même impression de gêne, d'anomalie, de dissonance. Et je vais donner un exemple en particulier. And so for this book, there were several books and readings that provoked a form of unease. So he's going to give us an example now. Alors, l'un des troubles que j'ai éprouvé, c'est je regarde assez souvent des petits films qu'on trouve en France sur un site qui s'appelle l'INA, qui est le site public sur lequel on trouve toutes sortes de documents anciens, sonores et visuels. And so this is something that he found on a public website called Lina. On y trouve en fait des documents anciens, sonores, visuels, des anciennes actualités filmées, des reportages des années 50, des années 20. C'est la banque d'images, c'est comme les archives nationales, si vous voulez, de la vidéo et du son, la radio. So it's National Archives for video and sound. Et donc je regardais comme ça un petit peu par hasard, au fond, les actualités filmées de l'entre-deux-guerres. He was watching a newsreel of the period between the two wars. Alors je les regardais, vous savez, il y a un ton assez curieux, enfin je ne sais pas comment était la télévision américaine dans l'entre-deux-guerres, mais les actualités filmées françaises de l'entre-deux-guerres ont un ton très particulier, un ton un peu nasal comme ça. Et Lord Halifax arrive aujourd'hui en voyage, et un peu la voix de Malraux. So I won't translate for him. But he was struck by a
example, the arrival of Lord Halifax. qui ressemble, si vous avez entendu Malraux parler, c'est exactement ça. It's exactly like how Malraux speaks. Et donc je regardais, j'écoutais ces actualités, et tout à coup je tombe sur une actualité de 1937, où je vois Lord Halifax, qui est un personnage à ce moment-là de la politique anglaise de premier plan, en compagnie d'Hermann Göring. So he was listening to news from 1937, and he saw Lord Halifax, who was a prominent English political figure, in the company of Hermann Göring. Hermann Göring. Et on les voit tous les deux, ils sont dans une sorte de coupé avec des chevaux, vous voyez, une voiture à cheval, ils se promènent, ça, en 1937. And so we see them in a horse cart, just strolling together Alors, in 1937. en fait, ma première impression a été une impression visuelle, physique de gêne. So his first impression was just a visual unease, Qui est lié en fait à un contraste évident, which is to an evident contrast. quelque chose qui est de l'ordre de l'incongruité, si vous voulez, aussitôt visible, aussitôt perceptible, It's an incongruity that's immediately visible. qui tient à deux choses, c'est que Lord Halifax, lui, est un personnage très sec, vous voyez, très ascétique, très raide, très contenu. And the two things. One is that Lord Halifax is a very dry, ascetic person, very self-contained, disciplined. C'est un homme très conservateur et ça se voit, il est économe de ses gestes et de ses paroles. He's very conservative, and you can see it. He's very economical in his words and his gestures. On dirait presque une sorte de croque-mort, un petit peu, Lord Halifax. Un croque-mort, c'est celui qui enterre les morts. Oh. Like a grave digger. Yeah. Peut-être. I'm not sure. Et puis à côté de lui, on a Hermann Göring. Hermann Göring, bon, il aurait pu être croque-mort peut-être, mais il ressemble à toute autre chose. Hermann Göring est un personnage très exubérant dans ses gestes, ses paroles, et ça se voit dans le film. On le voit tout de suite. Ses vêtements aussi sont exubérants. Il porte un chapeau tyrolien avec une plume de faisan. Chacun ses goûts. Un costume avec une plume de Non, faisan? un chapeau tyrolien hat, avec une plume de faisan. Difficile à traduire. All right. So Göring, by contrast, is extremely exuberant in the way he dresses and the way he speaks, and we see him with a Tyrian hat with a pheasant. Avec une plume de faisan. With a feather. Pheasant. Yeah, pheasant, exactly, I think it is. Oui, tout à fait. Et puis une sorte de grande veste de cuir, et on remarque même un peu plus tard dans le film qu'il a un poignard à la ceinture. Même pas tous les jours. So he's also wearing a leather jacket, and then you notice later that he has a dagger. Et donc là, ça fait aussitôt un effet très curieux. On a deux personnages tout à fait dissemblables. So it's a very curious effect to have these two people that are so dissimilar. Or, Lord Halifax n'est pas quelqu'un auquel on dicte ce qu'il doit faire. C'est pas du tout le genre d'homme qui se laisse intimider. C'est un homme d'État. Sa famille est une famille d'hommes d'État depuis plusieurs générations. And Lord Halifax is not someone you can intimidate easily, someone that you can tell what to do. He comes from a prominent family, a family that is from the States. C'est donc au fond quelqu'un qui est là parfaitement de son plein gré. So he's here because he wants to be. Et c'est une visite qui n'est pas une visite officielle. Ça n'est pas non plus une visite secrète, c'est tout à fait une visite privée. It's not an official visit, it's not a secret visit, it's more of a private visit. Et alors on les voit un petit peu plus loin se promener dans un parc où il y a des bisons. Et ils se promènent et ils évoquent sans doute, c'est ce que nous dit le commentateur, ils évoquent leur goût commun pour la chasse. And so we see them walking around in a park, and we're told about their interest in
hunting a specific animal, bison. Et donc, cette scène-là, au fond, aussitôt a suscité pour moi une question qui est à l'opposé de ce qu'on voit. C'est puisqu'ils se ressemblent si peu en apparence, mais qui sont tout de même dans la même calèche, qu'est-ce qui les rassemble? En quoi ils se ressemblent? So that made him ponder the question that's the opposite of what we see. Since they're so dissimilar, what brings them together? En 1937, on ne peut pas dire, si vous voulez, que les hommes politiques européens, comment dire, Hitler est un nouveau venu. À ce moment-là, il est déjà au pouvoir depuis longtemps. Lord Halifax sait parfaitement à quoi s'en tenir. So in 1937, Hitler is not a newcomer on the political stage, and Halifax knows what's going on. Et donc, à ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus sur Halifax. And so the author wanted to find out more about Halifax. Et donc, j'ai lu ses mémoires. So he read his memoirs. Et c'est là que la question du ton, de la langue, au fond, a joué le même rôle que le contraste physique que je viens de décrire. La langue d'Halifax m'a fait aussitôt un drôle d'effet. And here he had a similar kind of reaction of feeling this weird effect. And this time it was in Halifax's tone and language. C'est que les mémoires d'Halifax, alors pour ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire le récit de ce petit voyage en Allemagne, qui nous raconte dans ses mémoires, adopte un ton qu'on pourrait dire badin. Oui, non, c'est-à-dire que les mémoires d'Halifax, pour l'épisode qui concerne exactement ce petit séjour en Allemagne, et dont il parle dans ses mémoires, adopte un ton badin, détaché, un ton ironique, curieux, comique presque. So he was surprised that the tone was light and comical. Et après cet épisode avec Göring, il nous raconte un deuxième épisode, c'est sa visite quelques jours plus tard à Berchtesgaden où il va rencontrer Adolf Hitler. So the second episode that he talks about in his memoirs is a visit to Berchtesgaden, where he met Hitler. Et là, c'est sans doute un épisode vraiment très curieux, puisque les mémoires d'Halifax, il faut bien penser qu'il les rédige après. Donc, lorsqu'il rédige ses mémoires, on connaît l'issue des événements. C'est après coup. It's a very curious episode because, of course, we can assume that the memoirs were written after the episode, after we know that its outcome after the war. Donc, au fond, cet épisode, Halifax aurait pu nous le cacher. Il n'était pas obligé de nous le raconter, en tout cas. And Halifax could have chosen to hide this episode. Or, voilà ce qu'il nous raconte. Il nous raconte qu'arrivé à Berchtesgaden, il sort de la voiture, donc, et en sortant de la voiture, son regard est attiré vers le bas, il regarde en bas et il aperçoit une paire de chaussures de mauvaise qualité et des pantalons mal taillés, et il croit que c'est un domestique qu'elle veut chercher. And he talks about when he exited the car, his eyes caught something on the ground, and it was shoes and pants, and he thought that he was going to the domestic. Oui, parce que ce sont des chaussures de mauvaise qualité, un pantalon. Il veut nous faire rire, si vous voulez, sur la qualité des vêtements de celui qui vient l'accueillir. He wants to make the reader laugh about the poor quality of these clothes that the person who's coming to greet him is wearing. C'est là donc il a un ton très ironique, un peu léger, si vous voulez, qui est tout à fait curieux. And that's where he has a very ironical, light tone that's very bizarre. Et donc à ce moment-là, il nous dit qu'il allait tendre son manteau, croyant que c'était un domestique, et qu'une voix rauque l'avertit et lui dit « c'est le Führer ». So he was about to hand his coat to this person, and unpleasant voice says, "This is the Führer." Et à ce moment-là, il dit « je levai les yeux et j'aperçus Adolf Hitler ». And so he lifted his eyes and he saw Adolf Hitler. Et donc il nous raconte qu'il a failli confondre Adolf Hitler avec un domestique. So he almost confused Adolf Hitler with a servant. Ce
qui est tout de même une scène très étrange. which is a very odd scene. C'est une scène très étrange parce que pour un homme d'État, en 1937, nous raconter qu'il confond le chef d'État sans doute le plus dangereux et l'un des plus puissants au monde avec un domestique, c'est tout de même faire preuve, disons, d'une absence de lucidité un peu curieuse. So it's very odd that such a prominent political figure would admit to having have such a lack of lucidity to confuse these two people. Et le problème, c'est même pas qu'il l'admette, c'est qu'il s'en vante d'une certaine manière. And the problem isn't even that he would admit it, but that he would seem to be proud of it, D'où le ton comique, si vous voulez. which is where the comical tone stems from. C'est-à-dire, au fond, ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, il est en train d'essayer de nous faire rire d'Adolf Hitler, mais finalement pour la seule raison pour laquelle nous ne voudrions pas rire. So he's trying to make us laugh at Adolf Hitler, but in the end it's for the only reason that we would not want to be laughing. C'est-à-dire qu'il veut nous faire rire par mépris social. He wants to make us laugh out of contempt for lower social classes. S'il évoque les vêtements mal taillés d'Hitler, c'est pour nous dire qu'Hitler est un parvenu. So he wants to make us laugh to send a message that Hitler was from the lower social classes and that he pulled himself up by the bootstraps. Il le considère comme quelqu'un qui justement n'est pas capable d'aller se faire tailler ses vêtements à Londres, vous voyez, comme les gens bien. So he considers him like someone who's not capable of going to London and to get a proper tailor. Comme les hommes d'État raisonnables le sont, vous voyez, ils sont des tailleurs londoniens, c'est connu. It's well known that politicians who respect themselves, stately figures, have tailors in London. C'est donc en somme une forme de snobisme, au fond, auquel il veut nous faire participer, vous voyez, dans un moment crucial quand même de l'histoire. So it's a form of snobbery that he wants to make us participate at a crucial moment in history. Puisque par ailleurs, donc s'il fait preuve d'une très grande cécité sociale, c'est-à-dire s'il est capable de confondre un instant Hitler avec un domestique, en revanche, sur bien des points, il est d'accord avec lui. Because if on the one hand he's lacking lucidity, on the other hand there are so many points on which he was in agreement with Hitler. Et il y a des choses qui donc les rapprochent. Et ceux qui les rapprochent, on trouve dans sa correspondance. So there are things that bring them together, and those elements we can find in their correspondence. Ce qui les rapproche, c'est d'abord une haine féroce du communisme. First of all, a ferocious hatred of communism. Et à travers, au fond, cette haine du communisme, ce qui les rapproche, c'est aussi, au fond, l'antisémitisme. And through this hatred of communism, also anti-Semitism. Et une forme de racisme assez générale. And a general form of racism. Et assez largement d'ailleurs partagé par, à cette époque, la gentry britannique ou l'aristocratie britannique au pouvoir. Which was also very much shared by the British aristocracy, people in power. Et donc au fond, si vous voulez, pour comprendre d'une certaine manière ce passage, il m'a fallu écrire comme dans le dos des mémoires de Lord Halifax. So to understand this passage, he had to write against the grain of Halifax's memoirs. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, je l'ai compris en écrivant le passage, en réécrivant le passage des mémoires. Because everything that he just told us, he understood it by rewriting this passage of the memoir. Et donc c'est au fond, justement, puisque vous me posiez la question du registre de langage, à quoi le langage sert au fond d'une certaine manière, comment raconter les choses, disons, horribles dans un certain registre de langue. And so this brings us back to your question of the register of language. C'est qu'au fond, il s'agit d'introduire une autre ironie à travers l'ironie d'Halifax, d'une certaine manière. So it's about introducing another form of irony through Halifax's irony. Un autre ton à l'intérieur de son ton. So another tone within his tone. Une autre langue qui vienne épouser la sienne. Another language that would come and espouse his own. Et qui du coup la fait en quelque sorte accoucher d'autre chose. And so that gives birth to something else. Et je crois qu'au fond, une
certaine forme d'ironie, justement, qui n'est pas celle d'Halifax. La littérature en est coutumière. And that is very much a habit of literature, to introduce another form of irony. Et que ça fait partie, c'est pas le seul, hein, mais ça fait partie des outils que la littérature utilise pour faire accoucher la réalité de quelque chose. It's qu'elle one, cache. it's one of the tools that literature uses to create or give birth to something that's hidden. Pour en donner juste un exemple rapide, on peut dire que l'écriture de Flaubert, qui a l'air d'être très neutre, vous voyez, de ne toucher à rien à première vue. So, for example, Flaubert's writing, which seems very neutral, On le sait, épouse elle aussi d'autres formes de langage. Flaubert recueillait toutes sortes de bêtises qu'il entendait, toutes sortes de propos rapportés qui appartiennent aux clichés de la bourgeoisie. and so this seemingly neutral language, it's married with other kinds of language, such as silly anecdotes or bourgeois. Oui, c'est qu'il recueillait, vous savez, des lieux communs de la bourgeoisie qu'il avait entendus à table, chez des amis, au restaurant, etc. Il les écrivait, c'était son bêtisier. So bourgeois clichés that he had heard at friends' houses and in restaurants that he wrote down. Et l'une des puissances de l'ironie de Flaubert, c'est d'être une ironie dans l'ironie, d'une certaine manière. Vous voyez, Madame Bovary recycle au fond des clichés de la petite bourgeoisie normande, mais avec à l'intérieur de ces clichés un petit fil de fer qui est la musique propre de Flaubert, qui est une musique assez méchante. And so that is Flaubert's strength, is the irony within the irony. And Madame Bovary recycles cliches with a kind of mean musicality. Et je crois que la littérature, en fait, pratique ça beaucoup, que c'est, à l'inverse de ce que l'on croit, que son activité consiste moins à inventer ou imaginer des histoires qu'à tâcher de faire accoucher la réalité de quelque chose. And so we tend to associate literature with imagination, but according to the author, it's a practice of literature is very much more about irony. Enfin, de faire accoucher en tout cas la réalité de quelque chose. Yes. Pas toujours par l'ironie, il y a plein de... Sorry. So it's to give birth and to create something different rather than imagine. Pour finir sur une image, on peut dire que la littérature, son activité peut... une des choses qui m'y a fait songer, c'est récemment, j'entendais un documentariste, quelqu'un qui filme, qui fait des documentaires, raconter qu'il était allé filmer dans un grand parc d'attractions connu aux États-Unis, de longue date. And so I was looking for the end. So he was listening to a filmmaker that makes documentaries talking about a very famous theme park in the U.S. En fait, qui est en France, mais aux USA, un peu partout, vous voyez, duquel je veux parler, j'imagine. Also in France, we can find it. Et donc, il vous racontait que, interrogeant vous savez, les employés qui se trouvent sous les grandes baudruches de Mickey, plutôt, tous ces personnages que les enfants adorent. And so he was asking people, the people that are underneath those big costumes of Mickey, people that people love, Et qui sont, bel et bien, vous voyez, des personnages imaginaires, justement, were imaginary figures, fictifs, fictitious. que donc, ces employés qui sont dessous lui racontaient que des enfants viennent avec des sortes d'épingles ou utilisent toutes sortes de choses pointues et piquent, en fait, ces figures, piquent les baudruches. Children come from underneath the sharp objects and they sting those characters. Ce qui signifie qu'au fond, les enfants savent bien donc, que ça n'est pas Mickey et Pluto qu'ils sont en train de voir, mais qu'il y a des gens dessous. Which shows that the children are not duped, that they know that it's not Mickey, but there's someone underneath. Eh ben, je crois que la littérature est un petit peu comme ça. On peut dire que Flaubert a essayé, sous l'apparence que la bourgeoisie normande voulait donner d'elle, de faire bouger le véritable corps, le petit employé qui était dessous. So Flaubert, that's what he tried to do under this
this veneer, the bourgeois appearance. He tried to just prod and make something else come out from under. Thank you. This is going to be very, very easy for me. This is great. I'm going to this is going to be my only complex question that I may need to pause in the middle of it. The book is made up of 14 kind of discrete scenes. Some of them are very well known, and some are very obscure. And as you say, there's a lot of registers. There's there's the scene with Halifax. There's a scene with Ribbentrop and Neville Chamberlain. And then there are scenes with people that we may not know. For instance, a man who works in the prop department in Hollywood. So that a lot of registers are hit as we look at this story. And you are exposing things that perhaps we haven't thought of before. One of those things is the fact that we think of the Anschluss, the Blitzkrieg, as this incredibly fast thing that happens. And one scene that Eric writes about is the fact that the tanks are stalling and overturning, and that it did not progress in a fast way. It was very slow, torturous parade, and this tells the lie of the Nazi description of themselves as a war machine, a gleaming war machine that's perfect. And Eric is very attuned to describing where that is false, a false narrative, propaganda. But I did want to say that there was something shockingly fast about the terror that was inflicted on Austrians in a 4-day period from Friday night when Schuschnigg resigns. Just very quickly, in the book, some of you may have read The Hare with the Amber Eyes. There's a great scene about the Uffizi family is sitting and listening to the radio on Friday, March 11th. They listen to the resignation. Just within a few hours, their house is overcome by young men, some of them wearing swastikas, some not, just trashing the palace within just a few hours. The next day, the Jews are on the streets cleaning the pavement with toothbrushes, and the speed with which the terror was inflicted was, in a way, it almost didn't matter that the tanks were slow because the terror was so fast. So I did want to ask you about that scene about the slowness of the tanks and why you felt that was important to include. Ça me semblait important parce que précisément la littérature, comme je le disais, est souvent présentée et placée sous le registre de la fiction. Et la politique, au contraire, d'une certaine façon, est le registre sérieux par excellence. So literature is associated to fiction, whereas politics are associated to a more serious tone. Or, on sait que leurs rapports n'ont pas toujours été très faciles. Notamment, la politique dispose d'une chose qu'on appelle la censure dans le rapport qu'elle peut avoir à la littérature. Whereas they don't have an easy rapport. For instance, politics, they have this vessel, which is that of censorship. Pour rester sur l'exemple de Flaubert, puisque j'ai commencé avec lui, Flaubert a été en procès pour Madame Bovary. So, to come back to Flaubert, he was on trial because of the book Madame Bovary. C'est le pouvoir politique qui a organisé ce procès. And it's the political power that organized this trial. Et ce qui était reproché à Flaubert, ça n'était pas d'avoir inventé des histoires. And he was not accused of having invented stories. On n'a pas accusé d'avoir imaginé des choses sur la bourgeoisie normande qui auraient été déplaisantes, exagérées. C'est pas du tout ça. He wasn't at all accused of having invented unpleasant things about the bourgeoisie. Il est attaqué pour indécence. He was attacked for being indecent. Et indécence, en réalité, ce que ça signifie,
l'esprit, c'est que ça signifie qu'il a dit des choses exactes, mais qu'on ne doit pas dire. And so, right, under this accusation of being indecent, what it is that he was saying things that were not supposed to be said. C'est-à-dire qu'au fond, à l'époque, tout simplement, le statut des femmes était qu'avant le mariage, les demoiselles devaient lire des récits édifiants ou des récits, disons, sur l'amour, tout à fait lyrique, aimable, et donnant une image tout à fait éthérée, vous voyez, des véritables rapports, très éloignés de la réalité. And so, at the time, women, before they got married, they were supposed, for their instruction, to be reading love stories that were very ethereal and very disconnected from reality. Et puis au moment de les marier, au dernier moment, c'était leurs parents qui décidaient avec qui on allait les marier, et toutes ces jolies histoires se terminaient dans un cabinet de notaire, par un contrat. And these women, it was their parents who decided who they would marry, and so these beautiful love stories for these women, they were solidified in the notary's office with a contract. Mais si on voulait pouvoir passer tranquillement des jolies histoires d'amour au contrat de mariage, sans que la jeune fille se remêle, il ne fallait pas qu'elle ait lu de livres comme Madame Bovary. And so if we wanted a peaceful trajectory from those love stories they had been reading to the marriage being notarized, then they should be sheltered from stories like that of Madame Bovary. Et donc en fait, si vous voulez, à ce titre, on voit bien le registre de la fiction, ce qui est attaqué au fond par le pouvoir dans Madame Bovary, ça n'est pas la fiction, c'est la réalité qui est attaquée. And so we see with this example that political power was not accusing fiction, but reality. Et c'est le pouvoir qui est du côté de la fiction. And so it's political power that's on the side of fiction. Aussi bien dans ce qu'ils souhaitent faire lire aux jeunes filles, qui sont de pure fiction, As much in what they wanted young women to read, which was pure fiction, que le contrat de mariage. as the legal contract for marriage. Le droit est très largement une fiction. Law is very much a fiction, or largely a fiction. Et alors du coup, l'épisode, si vous voulez, l'épisode des tanks qui tombent en panne, So the episode of the Panzers, the tanks breaking down, c'est un épisode au fond qui s'oppose à l'image que la politique et l'histoire officielle au fond veulent donner d'elle. it's an episode that is in opposition with what official history wants, what the image that official history wants to be conveying. Au fond, on peut dire que l'histoire officielle, elle s'incarne dans deux choses. Elle s'incarne dans les statues. Alors, il n'y en a pas beaucoup à Los Angeles, mais il y en a beaucoup en Europe, les statues équestres, et la statue de Marc Aurèle au Capitole est l'incarnation de l'histoire officielle. So official history is embodied in statues. There are not that many in LA, but there are some in DC. Et l'autre version de l'histoire officielle, c'est au fond ce qu'on appelle couramment la propagande. And the other version is what we call propaganda. Ça, il y en a un petit peu à Los Angeles. Hollywood a été très fort en propagande. And there is propaganda in LA. Hollywood has been very talented at that. Mais il se trouve qu'à l'époque, là, c'était évidemment une propagande infiniment plus désagréable qui était produite. But back to the war period, the propaganda that was being produced was much less pleasant. Et que dans ce premier épisode, au fond de la guerre, qui est l'Anschluss, il n'y avait qu'une seule propagande, c'était la propagande allemande. And so during this first episode of the annexation of Austria, there was only one propaganda, and that was the German propaganda. Puisque, à ce moment-là, les autres puissances ne sont pas entrées en guerre, et que l'Allemagne est le pays, à ce moment-là, qui possède de toute l'histoire le plus de chefs opérateurs, de monteurs, donc à la propagande la plus riche de l'histoire, les images que nous avons dans Schluss sont des images, au principal, produites par la propagande de Goebbels. This is for two reasons. One is that the other powers had not entered the war, and the other is that Germany had the most means to produce these images.
Et donc, au fond, le problème du coup qu'on a, c'est que les images que nous avons tous dans nos livres d'histoire quand on est petit, dans les documentaires qu'on regarde aujourd'hui, ont été produits par la propagande de Goebbels. And so the problem is that the images that we have from the history books are the ones that were created by the propaganda. Alors elle nous raconte, du coup, si vous voulez, une histoire comme celle des statues, d'une certaine manière. And they tell us a story like the one of the statues. Pour le dire d'une manière un peu drôle, même quand Napoléon pouvait plus tenir à cheval à cause de ses hémorroïdes, sur les statues, il est toujours à cheval. Et lui, il est beaucoup plus mince. Enfin, tout est plus beau. So to give another facetious example, Napoleon, even when he had hemorrhoids and he was still portrayed as thin and elegant on his horse. Et les hémorroïdes de Napoléon ont joué leur rôle à Waterloo, on le sait. Il a beaucoup souffert, ces gens-là. And we know that these hemorrhoids played a role in Waterloo. He suffered a lot on that day. Évidemment, les tableaux, si vous voulez, la sculpture, l'histoire officielle ne parle pas de tout ça. Elle parle d'autre chose. Elle tient ça hors champ, pour employer un vocabulaire cinématographique. And so the paintings, the sculptures, they don't tell this story. They keep it, to use a cinematographic term, off camera, Oui, hors champ. off out of print. Oui. Et donc, alors là, le point important et très curieux avec l'Anschluss, c'est qu'au fond, si l'Anschluss, s'il y a une large panne de Panzer, et pas seulement, enfin d'appareils moteurs, c'est parce que l'Anschluss est une opération improvisée, totalement improvisée. And if there was such a high amount of breakdown of engines and not just of the Panzers, it was because this whole operation was very much improvised. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fond, les raisons pour lesquelles l'Anschluss réussit et les raisons pour lesquelles il y a 70% d'appareils moteurs qui tombent en panne sont les mêmes. And the reasons for which the Anschluss succeeded on one hand, and the reasons for which there were 70% of the machines that were broken down are the same. Ça peut paraître bizarre, mais c'est au fond simplement parce que c'est improvisé. Ça réussit parce que c'est improvisé, et ça a failli rater parce que c'était improvisé. So improvisation is what explains both the success as well as the failure. C'est-à-dire qu'au fond, évidemment, quand 70% des tanks tombent en panne, en principe, une offensive militaire rate. Normally, if 70% of the engines were to break down, that would be a failure. Sauf que, comme l'armée autrichienne ne réagit pas, But because the Austrian army was not responding, comme l'armée française n'intervient pas, and the French army was not intervening, comme l'armée anglaise n'intervient pas, and nor was the British army. on peut bien avoir des embouteillages aussi importants que ce soir à Los Angeles, les tanks finissent par arriver à Viennes. So there can be as many traffic jams as there are tonight in LA. The tanks will ultimately arrive in Vienna. Et donc, au fond, c'était une manière, raconter cet épisode, c'est une manière d'essayer de raconter un épisode qui est totalement hors champ. And so trying to tell this story was trying to tell a story that is normally completely out of frame. Puisque, évidemment, la propagande de Goebbels est bien gardée de filmer les tanks en panne. Because of course Goebbels' propaganda did not film those breakdowns. Et donc, au fond, d'une certaine manière, c'est essayer plus on se rapproche, si vous voulez, des événements historiques, plus on les regarde de près, au fond, plus on zoome, et plus le drapé de l'histoire disparaît. And so the closer we get to these historical events, the more we zoom, the more the fabric of history, or its veneer, its ornament disappears. Le drapé, sa noblesse, au fond, s'évapore. Its nobility just evaporates. Et notamment avec l'Anschluss, puisque comme c'est improvisé, tout se fait à tâtons, au dernier moment. And because the Anschluss was improvised, everything was done kind of stumbling. Il faut bien savoir que, par exemple, Hitler, alors que les troupes allemandes entrent en Autriche,
le pouvoir allemand ne sait même pas encore qu'il va annexer l'Autriche. Il ne sait pas quel statut il va lui donner. Ça n'est pas encore prévu. So as Hitler was, as the German troops were entering En Autriche. into Austria, it was not. Ils ne savent pas qu'ils vont l'annexer. Ils veulent évidemment installer le nazisme en Autriche, mais ça pourrait être une Autriche autonome. On ne sait pas encore quel statut aura l'Autriche. Ça n'est même pas encore décidé. So they hadn't even decided that they wanted to annex Austria. They knew they wanted to impose Nazism, but the political state of annexing that wasn't even decided as they were invading. Il n'y a pas de plan. There's no plan. Et donc, pour en donner une illustration qui montre bien à quel point c'est improvisé et à quel point le fait de regarder de près donne une autre allure à la politique et à l'histoire, And so to give pour un dernier exemple qui permet de voir à quel point le fait de zoomer, de regarder de près l'histoire lui donne une autre allure, au fond, donne une autre impression. And so to give one last example of how when we look closely at history, it may take on a completely different cloak. Le 12 mars 1938, pendant la nuit où l'Anschluss a lieu, les nazis, une fois que les nazis sont installés en Autriche, les nazis autrichiens, je veux dire, les nazis allemands, le pouvoir allemand leur demande de leur envoyer un télégramme qui demande de l'aide au fond et qui demande à l'armée allemande d'entrer en Autriche. C'est-à-dire les Allemands demandent aux Autrichiens de leur écrire un mot qui leur dise « Venez à notre secours ». So on March 1238, during the night of the Anschluss, the German power asked from the Austrians for a telegram that would officially invite them in. Mais comme Seyss-Inquart doit avoir tout à coup le nazi autrichien des idées d'indépendance, il ne répond pas. But because Seyss-Inquart, c'est le chancelier qui vient d'être nommé nazi autrichien. but the chancellor, the Austrian chancellor, didn't send the telegram. Et alors à ce moment-là, les nazis ont cette idée bizarre, ils écrivent un télégramme eux-mêmes, ils l'envoient en Autriche en leur demandant de leur renvoyer. Ils écrivent le télégramme qu'ils voudraient recevoir. And so C'est plus pratique. So they came up with an odd idea. They wrote the telegram themselves and they sent it there for it to be sent back. Donc vous voyez, c'est comme une histoire d'amour malheureuse, So it's like an unhappy love story hein, où quelqu'un attendrait une lettre d'amour, where someone would be waiting for a love letter, et finalement, puisque la lettre ne vient pas, but because the letter's not coming, il l'écrirait lui-même, they would write it themselves, l'enverrait à la jeune femme send it to the young woman, et lui demanderait de lui renvoyer, and then ask to have it sent back, recopié par elle seulement. but maybe transcribed with her own writing. C'est une histoire bien triste. It's a sad story. I have more questions, but I'm not going to ask them right now because I want to open the floor up because I'm assuming some of you guys have questions for Eric. And if you don't, then I'm just going to keep going. But Tom Lutz? Well, I have one, but does anybody else should go first? I just want to ask what you're working on now. What's next? En fait, j'écris toujours un peu plusieurs livres en même temps. He's always writing several books at the same time. Pour une raison, c'est que au tout départ, le premier livre que j'ai écrit, je me suis un peu ensablé. Je n'ai pas réussi à le terminer très rapidement. So in the beginning, the first book he was writing, he just got bogged down and wasn't able to finish it quickly. Je l'ai laissé 2 ans dans un tiroir. So he left it for 2 years in a drawer. Donc, pendant ce temps-là, j'en ai commencé d'autres, And so in that time, he started other ones, ce qui évite de désespérer. which is a way to avoid despairing. Et ce qui permet, au fond, sérieusement, finalement, d'avoir un rapport séculier à la littérature. But it allows for having a more secular rapport relationship to literature. Ça permet, par exemple, de ne pas de se détacher totalement des idées d'inspiration, de talent. It allows him to detach himself from the ideas of talent and inspiration. Du coup, quand je cale dans un livre, je me remets à un autre. So if he's hitting
un autre avantage, c'est que les livres se répondent, puisqu'au fond, on est toujours, enfin, chaque personne a des centres d'intérêt qui se focalisent quand même dans l'existence. Which comes with the advantage that the books respond to each other, and that's also due to the people having interests that are focalized. Et donc parfois un problème que j'arrivais pas à résoudre dans un livre, c'est un autre livre qui me livre la solution. So sometimes a problem that he can't solve in one book, it'll be another book that will give the answer. Et donc, ceci dit, donc j'ai beaucoup de livres en cours, mais en ce moment, je travaille sur un livre qui porte sur la guerre d'Indochine, juste avant la guerre du Vietnam. So he has several books in progress, but one of them is about the war of Indochina right before the Vietnam War. Et donc à la fois sur l'ambiance en Indochine, disons, un peu assez pénible, So it's about the difficult atmosphere in Indochina l'ambiance dans les milieux militaires français, and the atmosphere in the French military milieux, assez pénible aussi, mais assez comique par certains aspects, which is also unpleasant but also comical in some ways. qui ont des rapports avec les milieux militaires américains très étroits déjà, puisque l'Amérique finance une grande partie de la guerre d'Indochine. And they already have relationships with the American military because it's financing the war. On y trouve par exemple l'amiral Radford, on trouve des personnalités comme Dulles, etc., qui sont aux manettes, aux manœuvres. And so we see people like the Admiral Radford and Dulles who are at the who are holding the strings. Au volant. Oh, who are who are holding the wheel. Puisque la France est déjà à ce moment-là une puissance de second rang. Because France at the time is already a second rank power. C'est d'ailleurs le moment où elle va définitivement sombrer dans le second rang. And it's actually the point at which it definitely sinks into second rank. Et l'autre point, c'est un livre aussi sur ce qui, comment dire, où où je reconstitue à partir des archives des réunions politiques en France aussi, c'est-à-dire comment les politiciens français accueillent ce qu'ils appelaient les événements d'Indochine. And so a book where he reconfigures political meetings in France. What were they doing? Ouais, en fait, ils essaient de réagir à ce qu'ils appelaient à l'époque les événements d'Indochine. Ils n'appelaient pas beaucoup ça la guerre, mais les événements. C'était moins tragique. They were trying to respond to what they did not call the war, but the events of Indochina. That's the tragic wording. So if I like the idea that politics and law are the fictions, and the novelist, the realistic novel, creates reality and allows the people to experience the real. And so I'm wondering, where does the poet enter that conversation? And I was just on who decided to annex Austria? Was that a general's decision, or, it's very interesting because history, is kind of like a jazz riff. Everyone's sort of improvising as they go. So I'm wondering, it was a on the ground decision then to annex Austria. I'm just trying to understand that more concisely. Because they didn't respond well to the telegram, they got annexed, or... Donc sur ce point d'abord, sur ce point un peu technique, enfin l'histoire, ça s'est fait progressivement. It was progressive. This is in response to the historical question. C'est-à-dire face en fait à l'absence de réaction de l'armée autrichienne. So facing the absence of reaction from the Austrian army. Face à l'absence totale de réaction de ce qu'on appellerait aujourd'hui la communauté internationale. And the lack of reaction from what we would now call the international community. La décision en fait vient d'Hitler, qui est à ce moment-là d'annexer purement et simplement l'Autriche, et c'est lié aussi en grande partie à l'accueil du peuple autrichien. So the decision came from Hitler, who decided to just purely annex Austria. Just astounded by the luck. And it's also because there was such a warm welcome from Austrians. Il faut pas oublier qu'Hitler Hitler was born in voilà, Hitler est autrichien, Hitler was Austrian. et que l'accueil en Autriche, alors il faudrait en parler avec plus de précision, mais l'accueil est tout de même un enthousiasme délirant. The welcome was
savoir par exemple que dans la solution finale, les Autrichiens ont joué un rôle absolument majeur. C'est-à-dire que parmi les employés, je ne sais pas comment les appeler, des camps de concentration, en proportion de la population autrichienne, les Autrichiens participaient beaucoup plus que les Allemands. The Austrians played a major role in the final solution, and the employees of the concentration camps were in major part Austrian. On voit d'ailleurs que la tradition, disons, autoritaire en Autriche n'est pas tout à fait achevée. And the authoritarian tradition in Austria is not gone nowadays. L'extrême droite est au pouvoir aujourd'hui en Autriche, ça ne pose pas de difficulté, ça fait plusieurs fois, au fond, qu'elle revient aux abords du pouvoir très régulièrement. The extreme right has the power in Austria, and it's not the first time that it comes back. And then the formal question? Ouais, voilà. Sur la première question, si j'ai bien compris, la première question, elle porte sur l'aspect poétique, c'est ça? Oui, où est-ce que le poète entre dans Alors, c'est toujours difficile de parler de ces choses. C'est plutôt aux autres d'en parler qu'à moi, a priori. So it's difficult to answer that question, and he considers that it's maybe other people's role to answer this question. Mais je pourrais en dire deux choses quand même. La première, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que le langage est quelque chose qui, au fond, l'abandon au mot est quelque chose qui permet de saisir, de comprendre. L'abandon au sens poétique du terme. So yielding to words is something that allows us to understand, and he talks about abandonment in a poetic sense. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que on peut bien avoir un plan très précis sur ce qu'on veut dire. So you can have a very precise plan of what you want to say. Ce qui vous permet véritablement de saisir et de comprendre des choses, c'est précisément ce qui va déjouer ce plan. But what truly allows you to understand is what unsettles that plan. Et ce qui va déjouer ce plan, c'est toujours le langage. And that's always language. C'est-à-dire que le langage systématiquement nous aimante ailleurs que là où nous voudrions aller. Language always makes us gravitate elsewhere than where we would want to go. Et que d'une certaine façon, au fond, il ne se trompe pas. And in a way, language does not err. Et quand nous nous trompons, le langage d'une certaine façon nous le fait savoir puisqu'il sonne faux. And when we err, language lets us know because it sounds off. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque le contenu est faux, lorsqu'on s'égare, la scène ne marche pas. So when the content is false, when we lose our path, the scene doesn't work. Et pour vous donner juste un exemple, disons, là où le langage a le plus à voir avec ce qu'on peut appeler, disons, la poésie, But to give you an example of where language has the most to do with poetry, je vais juste en donner une illustration sur le tout début du livre. for example, at the very beginning of the book. Vous me pardonnerez mon accent, il est déplorable. Forgive me accent. Le tout début, c'est The sun is a cold star. The sun is a cold star. Lisez-le vous, ce sera mieux. Lisez jusque. Voilà, jusqu'ici. Là, une fois les trois premières phrases. The sun is a cold star, its heart spines of ice, its light unforgiving. Je choisis juste ces trois phrases parce que ce ne sont pas des phrases narratives. So he's choosing these sentences because they're not narrative sentences. Ce sont des phrases que j'ai écrites d'une certaine façon sans les avoir méditées. He wrote them without meditating. Ce sont les mots qui m'ont guidé, attiré. It's the words that guided him, that drew him. Et en réalité, si je dois juste les analyser, disons pour m'amuser là 2 minutes, elles viennent au départ, je crois, d'une ancienne lecture d'un philosophe et théologien iranien qui s'appelle Sohravardi. And so if you were to analyze them just for fun, they come from readings of a theologian who's called Sohravardi, Sohab. qui, dans un de ses livres, j'avais lu un de ses livres, une remarque qu'il faisait sur le soleil, comme ça m'avait attiré, où
où il disait qu'au fond, le soleil éclairait toute chose, sauf l'intérieur de lui-même. And it's a remark on the sun that had sparked his interest, where he said that the sun, Éclaire toute chose, sauf l'intérieur de lui-même. the sun shines on everything except its own interior. Alors c'était une sorte d'image poétique, vous voyez. Poetic image. Mais elle avait un certain intérêt, on pourrait dire, quant à la structure de ce qu'est la vérité, puisque le soleil, au fond, est une image traditionnelle de la vérité. But it has to do with the structure of truth, because the sun is L'une des images traditionnelles de la vérité, one of the traditional images of truth, ou une image traditionnelle de la connaissance, le siècle des Lumières. or it's a traditional image for talking about the Enlightenment. Et du coup, cette image me trottait dans la tête, en fait, depuis plusieurs années. And so it's an image that he had in his head for years. Et je crois que quand j'ai écrit la première phrase, le soleil est un astre froid, je pensais un peu à Sohrawardi. And so when he was writing that first sentence, he was thinking about Sarabhat. Et je pensais au fond à une conception de la connaissance que je m'étais faite, mais qui était flottante, comme ça. He was thinking of a conception of knowledge that was his own, but that was kind of floating in his head. Qui n'est pas sans rapport avec ce que je disais de Flaubert tout à l'heure, avec la littérature en général, de l'ironie. And that relates back to a conception of literature that he was talking about with Flaubert and irony. À savoir qu'au fond, si vous voulez, l'idée qu'on se fait à partir de l'image du siècle des Lumières, de la connaissance, est une image positive, chaleureuse. So the idea that we have of the Enlightenment is very positive and warm. Les rayons du soleil de la connaissance nous réchaufferaient progressivement. It says that the rays of the sunshine of knowledge were to progressively warm us and enlighten us. Sans vouloir rompre par ailleurs avec le siècle des Lumières, on peut s'en faire une autre idée. But without cutting ties with the Enlightenment, we can get another idea. C'est-à-dire que si vous voulez, une des conceptions classiques de la connaissance voudrait que le chemin est difficile, mais finalement le but, l'objectif, l'arrivée est plaisante. C'est-à-dire que la connaissance est d'un accès ardu, mais tout à coup, les lumières finales de la connaissance nous réchauffent et donc le but final, si vous voulez, est confortable, agréable. C'est l'une des conceptions classiques en fait de la connaissance. Le travail est dur, mais vous verrez après. Une fois que vous saurez, ce sera beaucoup plus agréable. So this is the classical conception of knowledge, that the path to knowledge is very challenging, but that the final goal, once you reach it, is comfortable. Once you C'est are part of presque that la knowledge. conception de Dante. And that's almost Dante's conception. La divine comédie, c'est difficile au début, c'est pénible, et puis à la fin, au paradis, ça termine bien. C'est chaleureux, c'est un endroit agréable. La connaissance absolue serait un endroit agréable. In the Divine Comedy, in the beginning, it's difficult, and in the end, paradise is enjoyable. Mais il se peut en fait qu'il n'y ait pas de connaissance absolue. But it's possible that there's no absolute knowledge. Et il se peut que ce soit l'inverse. Il se peut que le chemin vers la connaissance est peut-être au fond plus agréable qu'on l'a cru. Lire, regarder des films, etc. C'est agréable en fait. And it's possible that it's the opposite, that in fact, learning is an enjoyable process. Mais il est possible que ce qu'on apprend en fait est désagréable. But that what we do learn is unpleasant. C'est pour ça que son cœur, des épines de glace, ça s'appelle ainsi. And that's why those fricklings that we I think we might have to learn some things tonight that may not be pleasant. We'll see. Do we have time for one more question from the audience? Tim, did you? Or Jerry? Okay. One of the observations in the book, one of the many that I like very much, is the one towards the end. It talks about we never fall into the same abyss, but we fall at different ways each time. And I read that and I thought it was a little bit depressing. But on the other hand, there are moments where in the book where people show real heroism, even though they know there's an inevitable result. So I was wondering if you can expand on that last image or that last thought about
we don't fall the same way, even though C'est but we fall the same way. c'est qu'en réalité, je crois que j'ai essayé de trouver une formule justement un peu, comment dire, oui, un peu poétique, un peu donc à la fois qui permet de toucher quelque chose, mais d'une façon flottante et incertaine. So he tried to find a poetic formula that allows for grasping something in an uncertain way. Pour dire quelque chose qu'on ne peut pas dire, je crois, d'une manière définitive, rationnelle et dépliée. To say something that we can't say in a way that's rational and perfectly outlined. Cette chose, c'est qu'au fond, ce qui a modifié notre rapport aux choses, je crois, profondément, depuis le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, c'est que les concepts sont tombés dans l'histoire. What's modified our report to things since the beginning of the 18th century is that concepts have fallen into history. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est à la fois le fait du siècle des Lumières, justement, et surtout de Rousseau, au fond, mais aussi le fait de la Révolution française elle-même. À partir de là, les concepts sont tombés dans l'histoire. Je vais l'expliquer. So with the Enlightenment, and especially Rousseau, that's when the concepts fell into history. Ce que je veux dire par là, donc, c'est que le concept d'égalité, par exemple, avec Rousseau, on le voit dans son discours sur l'inégalité parmi les hommes, n'est plus un concept abstrait. C'est un concept qui est lié à l'histoire de l'humanité. Alors, c'est une histoire un peu rapide, mais c'est une histoire quand même. Vous voyez, il y a un homme primitif, ensuite la société s'organise, et il essaie de nous raconter la trajectoire d'un concept à travers des événements historiques. So, for example, the concept of equality, with Rousseau's discourse on inequality, became less abstract because he told us the trajectory of that concept. Avec donc des étapes historiques. With steps starting from the primitive steps. Et avec la Révolution française, justement, ce concept-là, entre autres, s'incarne tout à coup concrètement. C'est-à-dire les gens s'affrontent autour de ces concepts. And with the French Revolution, there's an incarnation of the concepts because people are confronting each other on the basis of these concepts. C'est-à-dire la revendication concrète par tel ou tel de la liberté, de l'égalité et de certaines versions, au fond, l'incarne dans des événements politiques qui vont, à chaque séquence de la Révolution, vont transformer ces concepts. So claiming liberty, equality, vont donc être, à chaque étape de la Révolution, débattus, au fond, et donc être transformés. So at each stage of the revolution, these ideas are debated, and so in the process they're transformed. On ne peut pas parler de la liberté comme ça, toute seule, ça n'existe plus. So it's no longer possible to just talk about liberty. On ne peut pas parler de l'égalité non plus comme ça, c'est fini, ça n'existe plus tout seul. So equality just in itself doesn't exist anymore. C'est-à-dire qu'on voit par exemple qu'avec la Révolution française, une conception de plus en plus sociale de l'égalité gagne d'année en année, entre 89 et 94. So with the French Revolution, it's a much more social conception of equality. De plus en plus. More and more. Voilà. C'est là que le concept change, justement, au gré des événements. And that's how the concept changes. Donc ça, c'est le premier point. À partir du moment où les concepts sont tombés dans l'histoire, notre notion du temps s'en trouve tout à fait bouleversée. So that's the first point, is that when the concepts fell into history, our notions changed completely. Notre notion du temps. Oh, our notion of time. Il n'y a plus de temps abstrait. There's no longer abstract time. Le temps de l'histoire, en fait, pour la première fois, on peut dire que la phrase d'Héraclite si célèbre s'avère vraie. C'est-à-dire qu'avec le temps de l'histoire, on ne peut plus jamais se baigner deux fois dans le même fleuve. So Heraclit's sentence becomes true, which is it is no longer possible to bathe twice in the river of Dans le même fleuve. in the same river. Parce que l'eau coule. Because the water is flowing. Et cette fois-ci, ça n'est plus une eau homogène.
le temps abstrait. Non, c'est un temps historique avec des dates, donc on ne peut pas remonter le cours, et ça n'est jamais le même. So it's no longer homogeneous abstract time, it's historical time. Ce qui veut dire que pour l'homme moderne, sa première manière de concevoir son rapport au temps, c'est ça ne se reproduit jamais deux fois. So for modern man, his first way of conceptualizing time is to say it's never reproduced twice. C'est la première partie de la phrase, on ne tombe jamais deux fois dans le même abîme. And that's the first part of the sentence, never fall twice in the same abyss. Mais par ailleurs, l'homme moderne pense du coup le temps et l'histoire en termes de causes et de conséquences. But on the other hand, modern man thinks history in terms of causes and consequences. Parce que puisqu'il pense en termes d'histoire, il pense en termes de causes et de conséquences. Because of thinking in terms of history, that's why the cause and consequences. Et du coup, comme comme on pense en termes de causes et de conséquences, les causes et les conséquences, c'est toujours, si vous voulez, aussi les formes de ressemblance. Il y a toujours du coup un écho entre le passé et le présent. Ça n'est pas la même chose, mais entre une cause et une conséquence, il y a un effet d'écho, un effet de ressemblance, de mimétisme. And this causal thinking, it involves resemblances, because there's always echoes and mimetism between past and present. Et donc, d'une certaine manière, si d'un côté, l'homme moderne ne peut pas échapper au registre de les choses ne se reproduisent jamais deux fois, il ne peut pas non plus échapper au registre de mais il y a tout de même des ressemblances. So if on the one hand, modern man cannot escape from thinking that things never repeat themselves, on the other hand, he can't also escape from thinking that there are resemblances. Et donc, au fond, la situation moderne, c'est de penser l'histoire sous le registre de cette contradiction. And so the modern situation is to think about history through this contradiction. Et donc voilà, j'ai essayé dans cette phrase de tenir un instant la contradiction comme je le pouvais. So he tried in that sentence to get at that contradiction the best he could. You are very good at this, Eric. Thank you so much. And you did a tremendous job, much harder than my job. Thank you so much. Thanks, guys. It was a great discussion. You've been listening to the Skylight Books author reading series. Don't forget, you can listen to this and all of our other great podcasts at skylightbooks.com. Thanks again for stopping by, and we hope to see you soon.